L'océan, c'est quand même la base de la vie sur Terre. La haute mer, c'est la zone qui va au-delà de la juridiction nationale, c'est-à-dire au-delà des 200 000 nautiques. C'est plus de 64% de la surface globale de l'océan. C'est la moitié de la surface de la planète et c'est la moitié de la productivité biologique totale de l'océan. Il faut savoir que aussi, la haute mer, elle capte énormément de CO2, environ 1,5 milliard de tonnes qui sont stockées par an par les écosystèmes de la haute mer. Il faut savoir que dans la haute mer, avant le traité, c'était pas forcément le Far West qui était souvent décrit en général, mais il y avait déjà un régime qui était largement guidé par un principe de liberté, mais aussi il y a un cadre fragmenté entre multiples accords et organisations qui avaient déjà une législation en haute mer, par exemple les organismes régionaux de gestion de la pêche. Les menaces qui pèsent sur la haute mer, il y a évidemment la surpêche. Il faut savoir que l'exploitation des ressources naturelles, elle est extrêmement importante en haute mer. Il y a une grande partie de l'océan qui est couverte par la pêche industrielle, dont plus d'un tiers qui est illicite, non déclaré et non réglementé. Il y a plus d'un tiers des stocks de poissons en général qui sont surexploités. Le changement climatique, c'est un grand impact dans la haute mer, mais de la même façon que c'est dans l'océan en général, la décidification de l'océan, la montée des eaux, c'est général dans l'océan. La désoxygénation, on a ce qu'on appelle des zones, on n'a plus d'oxygène, ce qu'on appelle des zones mortes. Et l'augmentation des températures, ça a un grand impact, notamment par exemple dans les coraux, mais aussi dans le déplacement des stocks de poissons. Après, forcément, ce qui est les pollutions, il n'y a pas que la pollution plastique, mais on a aussi les pollutions par pesticides ou la pollution sonore, par exemple. Et finalement, tout ce qui est la destruction des habitats, que ce soit les récifs coralliens, les fonds marins ou par le chalutage ou autre. L'océan, c'est quand même la base de la vie sur Terre. C'est ce qui nous permet de respirer, en fait. Souvent, on dit qu'une respiration sur deux, c'est grâce à l'océan, parce que l'océan, il absorbe 30% du CO2 et 90% de la chaleur générée par la hausse des émissions de gaz à effet de serre. C'est une grande source mondiale de protéines, alimentant plus de 3 milliards de personnes. Et en fait, c'est vraiment 99% des espaces de vie qui sont disponibles sur Terre en volume. Du coup, en plus d'être un régulateur de climat, une source de protéines, il profite aussi à différentes industries, telles que le tourisme, le transport maritime, mais aussi l'alimentaire ou l'énergie avec les éoliennes, par exemple. Et ça représente environ une valeur de marché de 5% du PIB mondial, ce qui est extrêmement important pour, par exemple, l'emploi des millions de personnes qui dépendent directement ou indirectement de la pêche et de ces industries. En ce moment, nous avons 136 signataires, mais en fait, pour que le traité entre en vigueur, nous avons besoin de 60 ratifications. C'est-à-dire qu'il suffit pas juste de signer, mais il faut que les pays ils intègrent le traité dans leur loi au niveau national. La signature, c'est une espèce d'un engagement, tandis que la ratification les engage vraiment à respecter les termes du traité. L'accord, il est très récent et l'année dernière, il y a eu plus de la moitié de la planète qui était en élection. Alors, pour qu'un pays puisse intégrer ou ratifier un accord international, ça dépend de chaque législation. Ça peut passer soit par les sénats, les parlements ou autres. Du coup, c'est vraiment très procédural et ça prend du temps. Il y a une vraie accélération, un vrai momentum qui a été créé autour de l'UNOC, justement pour pouvoir atteindre ces 60 ratifications. Les Nations Unies ont fait en sorte que le premier jour de l'UNOC, les États puissent déposer leur instrument de ratification ici à Nice. On a réussi à avoir 51 ratifications à ce jour et de nombreuses promesses pour les semaines à venir. On estime qu'avant la fin de l'année, en fait, le traité puisse déjà entrer en vigueur. Il suffit pas qu'un traité soit ratifié ou qu'il entre en vigueur, mais il faut vraiment commencer à travailler dans la mise en œuvre de ce traité, par exemple avec la préparation des premières aires marines protégées en haute mer.